Salut à tous, j'espère que tout roule pour vous. Pendant que la planète entière file à la vitesse de la lumière vers des horizons technologiques inouïs, entre intelligence artificielle qui pense presque mieux que nous, réseaux 6G qui arrivent avant qu'on ait compris la 5G voiture qui se gare toute seule et fusée prête à coloniser Mars. Eh bien, chez nous en Algérie, on a décidé de revisiter un vieux classique, la peine de mort. Oui, vous avez bien entendu. Pendant que le monde s'invente un avenir, nous, on dépoussière les archives. On ne se demande pas comment programmer un robot, mais si on doit réactiver la guillotine légale. À croire qu'on a pris un aller simple vers le passé juste au moment où le reste du monde écrivait le futur. Et devinez qui s'est permis de balancer ça? Pas un ministre, pas un conseiller du président, pas un haut fonctionnaire du Conseil constitutionnel. Non. C'est un magistrat local, le président de la Cour de justice de Béjaïa, un certain Moustapha Smati, qui a lâché cette bombe tout sourire lors d'une allocution publique. Une simple prise de parole et boum, la nouvelle explose sur les réseaux partagés à tour de bras commentés dans tous les sens. Mais attendez, appelons un chat, ce n'est même pas un débat. Car un débat, ça suppose des avis divergents, des échanges d'idées. Là, on nous sert un verdict, déjà plié la peine de mort, c'est pour bientôt. Le timing est clair, l'intention aussi. Et ce n'est même pas un communiqué officiel, c'est juste un juge régional qui s'est soudainement cru autorisé à parler au nom de tout un État. Vous sentez le malaise? Parce que là, on frôle le sketch institutionnel. Tenez-vous bien parce que d'après Moustapha Smati, le patron de la cour de Béjaïa, la guillotine judiciaire, pourrait bientôt reprendre du service en Algérie. Et pas pour n'importe qui, les kidnappeurs d'enfants et les dealers qui rôdent autour des écoles seraient les premières cibles. Mais le plus croustillant, c'est que, selon lui, cette décision ne vient pas de nulle part. Ce serait carrément le président de la République qui, lors de l'inauguration de la rentrée judiciaire le 12 octobre 2025, aurait donné le feu vert. Problème, ce n'est pas le président qui l'a annoncé. Non, c'est notre fameux juge régional Smati qui s'est improvisé porte-voix de la nation. Lundi 20 octobre, il balance ça comme une évidence. Et voilà comment, en quelques phrases, un magistrat local s'arroge le pouvoir de parler pour tout l'État. Fallait oser. Mais apparemment, en 2025, à défaut de progrès démocratique, on a des juges qui prennent leur élan jusqu'au sommet de l'État. Commençons par l'emballage avant d'ouvrir la boîte. Et là, rien qu'à voir la manière dont les choses se font, on comprend vite dans quel siècle on vit, ou plutôt dans quel siècle on est resté coincé. Il faut dire les choses comme elles sont, nos institutions sont en carton, nos pratiques politiques datent de l'âge de pierre et le respect des rôles au sommet de l'État semble avoir fondu comme neige au soleil. Le plus drôle, c'est un président de cour régionale qui joue les porte-voix de la République. Oui, vous avez bien entendu, Moustapha Smati, fraîchement débarqué à la tête du tribunal de Béjaïa depuis juillet 2025, anciennement à Gardaïa, se prend soudain pour le ministre de la Justice. Rappelons-le gentiment, il ne dirige ni un ministère, ni une instance nationale, ni même un secrétariat. Il s'occupe uniquement de sa wilaya, un point c'est tout. Alors qu'il lui a donné le feu vert, quel souffle divin lui a murmuré qu'il pouvait parler au nom de tout le système judiciaire algérien. Il n'est ni à la tête de la Cour suprême, ni du Conseil constitutionnel. En fait, il n'a strictement aucune autorité pour faire ce genre de sortie. Zéro, nada. C'est comme si le chef de gare local annonçait les réformes ferroviaires du pays. Inouï. Dans un État digne de ce nom, ce genre d'écart aurait mérité une sanction immédiate. Et pourquoi? Parce que ce monsieur n'a aucun rôle à la présidence, il ne gère pas le cabinet du chef de l'État. Il n'est ni conseiller ni secrétaire général. Bref, il n'a aucun badge d'accès pour parler au nom du président. Mais voilà qu'il s'improvise messager officiel pour annoncer rien de moins que le retour de la peine capitale. Sérieusement, on parle quand même de la décision judiciaire la plus lourde, la plus irréversible, celle qui ne laisse aucune place à l'erreur. Et pendant que tous les grands de l'État, ministre de la Justice, Premier ministre, président lui-même, Cour suprême, garde le silence radio, c'est un juge régional qui prend le micro et lance « Attention tout le monde, l'exécution revient bientôt au programme ». On dirait une bande-annonce, sauf que là, c'est pas du cinéma, c'est le réel. Et il fait froid dans le dos. Voilà, on y est, l'État ne s'effondre plus doucement, il s'écroule en direct sans même prendre la peine de se cacher.
Plus aucune colonne ne tient debout. Le ministre de la Justice, une silhouette décorative, le président de la République, un nom sur une plaque. La Cour suprême, une façade sans fond. Même la boussole des valeurs semble avoir été jetée par la fenêtre du palais. Désormais, n'importe qui peut monter sur scène, s'autoproclamer voix de la République et annoncer la bouche en cœur des décisions aussi lourdes qu'irréversibles sur des sujets qu'il ne devrait même pas commenter. C'est ça l'effondrement total. Plus qu'un déclin, c'est un naufrage. On ne parle plus d'un État dépassé, on parle d'un système rouillé hors d'usage, qui tourne encore par habitude mais dont l'âme a déserté. Bienvenue dans un théâtre d'ombre où les rôles sont flous et les responsabilités évaporées. Alors à ce rythme-là, qu'est-ce qu'on aura demain? Le maire de Béjaïa qui décide de réécrire le code pénal, celui d'Annaba, qui annonce que les citoyens pourront porter une arme à feu comme on porte un sac à dos. Peut-être même que l'élu d'un petit village viendra proposer une réforme de l'armée pendant qu'on y est. Apparemment, la hiérarchie, les responsabilités, les fonctions, tout ça, c'est devenu facultatif. Chacun peut sortir de son cadre et s'improviser législateur ou ministre avec la bénédiction du silence général. C'est comme si l'État avait laissé la porte grande ouverte. Servez-vous, prenez la parole, exprimez-vous au nom de la République. Résultat, on marche sur la tête. Et sur le plan institutionnel, c'est une catastrophe. Car si ce juge de Béjaïa n'est pas immédiatement recadré ou sanctionné, on peut officiellement considérer que le pays a basculé dans le n'importe quoi. Là, ce n'est plus une république, c'est un grand marché où chacun installe sa tente pour vendre son opinion comme une vérité d'État. Un État digne de ce nom fonctionne avec des règles, une structure, des mécanismes précis. Il y a des chaînes de commandement, des processus établis. Mais en Algérie, tout cela semble avoir fondu. On a troqué l'ordre pour le chaos, les institutions pour l'improvisation. Ce n'est plus un pays, c'est un souk à ciel ouvert. Bon, on a parlé de la forme, passons maintenant à ce qui pique vraiment le fond. Quand Maître Smati, alias justicier de Béjaïa, balance que la peine de mort doit revenir pour certains crimes, accrochez-vous car là, on entre dans le grand bain du populisme. On parle d'un discours calibré pour surfer sur la colère collective exactement comme on lance un hashtag viral. À chaque enlèvement d'enfants, chaque affaire sanglante qui affole les réseaux, que se passe-t-il? Les foules s'emballent, les émotions s'enflamment et la justice devient un spectacle à ciel ouvert. On n'est plus dans le droit, on est dans le buzz. Et notre cher juge l'a bien compris. Mais attendez, ce n'est pas fini à cette première dérive, s'en ajoute une seconde, tout aussi savoureuse l'excès de zèle. Là, on entre dans le registre de la flatterie institutionnelle. Non content de proposer la peine capitale comme solution, miracle, voilà qu'il invoque le président lui-même comme caution suprême. En gros, ce n'est pas moi, c'est le chef qui l'a dit. Une manœuvre habile pour marquer des points et espérer gravir les échelons. Et avec cette double pirouette, séduire la rue d'un côté, flatter le sommet de l'autre, il nous vend l'idée que pendre les criminels ferait baisser la délinquance. C'est simple, direct et totalement illusoire. Moustapha Smati, lui, n'a pas juste lancé une pierre dans la mare. Non, lui, il a visé deux cibles d'un seul tir. D'un côté, il se prosterne symboliquement devant le président histoire de gagner quelques points de loyauté bien visibles. De l'autre, il flatte la foule en colère en lui chuchotant ce qu'elle veut entendre. « Ne vous inquiétez pas, on va les exécuter les monstres, c'est pour bientôt. » Le cocktail parfait, zèle politique et populisme bien huilé. Le tout saupoudré d'un brin de théâtre judiciaire pour faire vibrer les réseaux. En réalité, le monsieur n'a pas l'air de vouloir rester longtemps à Béjaïa. La chaise qu'il occupe actuellement n'est semble-t-il qu'une escale. Ce qu'il vise, c'est l'ascenseur social version express. Il a parfaitement pigé le code du succès en Algérie, pas besoin de talent de vérité ou d'éthique. Il suffit d'un bon dosage entre flagornerie présidentielle et communication choc. Chez nous, ce ne sont ni les diplômes ni la droiture qui te font grimper. Ce sont les courbettes, les effets d'annonce et la capacité à surfer sur les vagues de l'indignation numérique. Allez, laissons les émotions de côté 2 minutes. Et si on passait à l'analyse sérieuse du fond, regardons les faits, pas les fantasmes. Toutes les recherches sérieuses, qu'elles viennent de pays où la peine de mort est encore en vigueur, ou de ceux qui l'ont abolie, convergent vers un même constat glaçant.
Aucune, je répète, aucune preuve scientifique ne démontre que tuer des criminels fait reculer le crime. Ni les statistiques, ni les études, ni les rapports n'ont réussi à établir un lien fiable entre l'existence de la peine capitale et la baisse des crimes graves, que ce soit les meurtres, les enlèvements, le trafic de drogue ou les violences sur mineurs. Aucun impact prouvé, zéro corrélation mesurable. Juste une illusion collective alimentée par la peur. Prenons un exemple très parlant, les États-Unis, le pays roi de la peine de mort. C'est un État fédéral composé de 52 États, avec chacun sa propre juridiction. Résultat, 24 d'entre eux ont conservé la peine capitale, des noms connus comme la Floride, l'Arizona, la Géorgie ou encore l'Arkansas. Et parmi eux trois se distinguent, en jouant les champions de l'exécution, le Texas, l'Oklahoma et la Floride. Ces trois-là figurent en tête du classement, mais pas du progrès, non du nombre d'exécutions par an. Pourtant, leur taux de criminalité reste obstinément élevé. Cherchez l'erreur. Et quand on fait les comptes, le match est presque à égalité parfaite. 24 États américains maintiennent encore la peine de mort pendant que 23 autres l'ont abandonnée sans regret. On parle ici de l'Alaska, du Colorado, de New York, du Dakota du Nord, du New Jersey, du Nouveau-Mexique, du Wisconsin et j'en passe. Quant à la Californie, l'Oregon et la Pennsylvanie, eux, ils ont mis la machine à exécuter en pause. Stop temporaire mais symbolique. Alors, est-ce que les États pro-peine capitale vivent dans un havre de paix pendant que les autres sombrent dans l'anarchie? Spoiler alert, pas du tout. Les chiffres sont clairs et têtus. Les États qui n'appliquent plus la peine de mort affichent souvent un taux de criminalité plus faible. Parfois équivalent, mais jamais pire. Conclusion, exécuter ne garantit en rien la sécurité. C'est un peu comme croire qu'on éteint un incendie avec de la poudre aux yeux. Et ce constat, mes amis, ne s'arrête pas aux frontières américaines. Non, il est universel. Faites le tour du globe, passez à la loupe les pays qui tuent encore au nom de la justice, puis comparez-les à ceux qui ont enterré la peine capitale depuis longtemps. Résultat, aucun miracle à signaler. Aucune baisse spectaculaire de la criminalité du côté des bourreaux modernes. Prenez l'Europe par exemple. L'Ouest, le Nord, des zones où la peine de mort est aussi dépassée que le Minitel. Et pourtant, ce sont justement les régions où les taux de criminalité flirtent avec des niveaux historiquement bas. Comparez ça à des pays qui, eux, ne se privent pas de couper des têtes, l'Iran, l'Arabie saoudite et consorts, et vous verrez que la violence n'a pas disparu, au contraire. Moralité tuée n'a jamais guéri la violence. Ça fait des siècles qu'on le sait et c'est bien pour ça que de plus en plus de nations choisissent l'abolition. C'est aussi pour ça que ceux qui croient encore à la justice sans retour comme moi continueront de dire haut et fort non à la peine de mort. Avant même de parler morale, parlons d'abord de réalité. La peine de mort, c'est aussi le risque de condamner des innocents. Et ce n'est pas de la fiction. Aux États-Unis, combien de fois a-t-on envoyé des gens dans le couloir de la mort pour ensuite découvrir trop tard qu'ils n'avaient rien fait? Parce qu'en matière judiciaire, la vérité n'est jamais absolue. Il y a des zones grises, des erreurs humaines, des manipulations. Et une fois que la sentence est exécutée, il n'y a pas de bouton « retour ». Ensuite, il y a un principe fondamental. La vie n'appartient à personne. On n'est ni des dieux, ni les architectes de l'existence. Alors, qui sommes-nous pour décider de la fin de celle des autres? Ça, c'est sur le plan spirituel. Mais même sur le plan rationnel, supprimer un être humain ne rétablit pas l'équilibre. Il y a une différence abyssale entre faire justice et se venger. Et cette frontière, hélas, beaucoup l'ont oubliée. En Algérie, ce qui est dramatique, c'est que certains magistrats confondent la robe noire avec une cape de justicier. Obsédés par leur carrière, ils surfent sur la douleur collective pour récolter des applaudissements faciles. Et dès qu'un crime atroce secoue l'opinion, ils alimentent la soif de revanche au lieu d'élever le débat. Je ne vais pas jouer l'hypocrite moi aussi en tant que père quand j'entends parler de monstruosités comme la torture ou l'assassinat d'un enfant. Je suis bouleversé. C'est une réaction humaine. On veut frapper fort. On veut faire mal. Mais ce réflexe-là, c'est celui de la vengeance, pas celui de la justice. La justice, ce n'est pas brandir le marteau pour frapper à tout va. Ce n'est pas une vengeance maquillée en équité. La justice, la vraie, commence par une question simple mais essentielle. D'où vient le mal?
Pourquoi est-il né? Et une fois qu'on a compris son origine là, seulement on peut punir, pas pour se venger, mais pour empêcher qu'il recommence. Parce qu'éliminer un criminel ne signifie pas éliminer le crime. On peut exécuter 10, 100 ou 1000 pédophiles, la pédophilie ne disparaîtra pas comme par magie. Elle se déplacera, se camouflera, réapparaîtra ailleurs, plus discrète, plus sournoise. Le mal ne recule pas à coups de guillotine. Il recule quand on l'analyse, quand on comprend ce qui pousse un être humain à commettre l'irréparable. Et ça demande de la science, de la sociologie, de la politique, pas un couloir de la mort. La peine capitale ne résout rien. Elle rassure un instant, elle soulage une colère, mais elle ne construit rien. Elle appartient au passé, et c'est là toute la différence entre les sociétés qui avancent et celles qui stagnent. Les nations éclairées ont déjà clos ce débat depuis des décennies. Ce sont celles où la raison calme l'émotion, où on choisit la réflexion plutôt que le réflexe. À l'inverse, les pays englués dans la vengeance populaire restent enfermés dans une justice émotionnelle où l'indignation remplace la lucidité. Être civilisé, ce n'est pas frapper fort, c'est penser juste. L'émotion, on y baigne tous. Dans le feu de l'indignation, on peut vite crier « Regardez celui-là, il a une tête de coupable, on n'a pas de preuves mais ça se sent. » Et hop, on le condamne. Puis 2 jours plus tard, une vidéo émerge, un témoin se manifeste et on découvre que ce n'était pas lui, trop tard. On a envoyé le mauvais au peloton. Et cette réalité-là, ce n'est pas un scénario de film, c'est un risque bien réel. Mais en Algérie, ce genre de précaution, on s'en moque. La justice chez nous, c'est une ligne droite sans frein, on accuse, on juge, on punit. En un éclair. Pas besoin d'enquête fouillée, pas besoin de preuves solides. 2 ou 3 messages viraux sur Facebook, un voisin qui balance un « Je l'ai vu traîner par là et voilà verdict tombé », peine prononcée. Et peu importe s'il s'agit de 4 ans, 30, 50, ou même la peine capitale. C'est signé scellé, et je ne vous parle pas d'un cas théorique, je parle en connaissance de cause. Moi-même, j'ai été condamné à mort ici. Mon crime, avoir écrit, avoir aligné des mots dans un article. Et oui, dans ce système, une plume peut valoir une potence. Voilà jusqu'où peut aller une justice qui fonctionne à l'instinct plutôt qu'à la vérité. Dans un État qui se respecte, on commence par chercher la vérité avant de distribuer les sentences. On enquête, on écoute, on compare, on doute, et seulement ensuite on punit. La justice a son propre rythme, lent parfois, mais nécessaire. Mais chez nous, en Algérie, ce tempo-là a été zappé depuis longtemps. Ici, on juge à l'instinct, on condamne sur présomption. Et l'idée même d'un procès équitable semble être un luxe réservé aux films étrangers. Pourquoi? Parce que nos juges ne rendent pas justice, ils administrent la vengeance. Leur culture n'est pas celle de la preuve, mais celle de la punition immédiate. Et ce réflexe n'est pas né d'hier. Bien avant 2019 déjà, cette logique punitive s'était installée, mais depuis cette date, elle s'est carrément institutionnalisée. On leur a soufflé à l'oreille, implicitement ou pas, que plus ils remplissent les cellules, plus ils montent en grade. Un juge qui envoie des centaines de personnes derrière les barreaux, c'est devenu un bon élément. Plus il tape fort, plus il est utile. Et en récompense, un joli poste, une belle promotion, une paix revalorisée. Le message est clair, soyez durs, soyez brutaux, soyez les bras du pouvoir et vous serez bien servis. Voilà comment, au lieu de former des gardiens de justice, on a fabriqué des gestionnaires de peur. Remplir les cellules à l'appel, empiler les condamnations comme des boîtes dans un entrepôt, ça n'a jamais fait baisser le taux de criminalité. Si c'était le cas, l'Algérie serait aujourd'hui l'un des pays les plus sûrs au monde. Spoiler, c'est tout le contraire. Nos prisons débordent, les murs craquent, et pourtant le crime se multiplie comme des champignons après la pluie. Il suffit de jeter un œil aux chiffres officiels, s'il vous plaît, pour comprendre l'absurdité du système. Près de 140 000 détenus pour une population qui ne franchit même pas les 50 millions. Et ce n'est pas parce qu'on a arrêté des tueurs en série ou des mafias internationales. Non! Ici, tu caches quelques kilos de pommes de terre, 15 ans ferme. Tu planques des tomates 20 ans derrière les barreaux. Un petit joint dans la poche, disant merci au suivant. Voilà comment on transforme des citoyens ordinaires en statistiques carcérales. Et pendant ce temps-là, les vrais problèmes prospèrent, la criminalité explose, les délits graves se banalisent,
mais on continue d'enfermer à tour de bras croyant naïvement qu'une société plus sûre se construit à coups de condamnations spectaculaires. Eh bien non. Ce qu'on construit en réalité, c'est une société saturée de peur de surpopulation pénitentiaire et d'injustice chronique. Allez faire un tour chez nos voisins suisses ou jeter un œil du côté des grandes démocraties européennes. Même en Asie, regardez Singapour, la Corée du Sud ou le Japon. Ce n'est pas là-bas que vous verrez des prisons débordant de détenus, ni des juges distribuant les peines comme des tickets de métro. Et pourtant, devinez quoi? Le crime y est bien moins courant que chez nous. Alors posez-vous la question si ce n'est ni la dureté des sanctions, ni leur violence qui freinent la délinquance, alors qu'est-ce qui fonctionne? La réponse est simple, ce sont les conditions de vie dignes, la prévention, l'éducation et surtout une vraie politique de réinsertion pour ceux qui ont fauté. Parce qu'un système qui pense à empêcher le crime avant qu'il ne naisse, plutôt qu'à le punir après coup, c'est un système qui a compris comment protéger sa société. Pendant que certains enferment, d'autres investissent dans l'humain et devinez qui s'en sort le mieux. Dans un pays évolué, on construit des barrages contre le crime avant qu'il n'inonde la société. On anticipe, on éduque, on soutient. Ce sont les sociétés conscientes, rationnelles, structurées. À l'inverse, dans les systèmes figés dans le passé, là où règne le dogme, la misère et l'ignorance, c'est l'injustice qui nourrit le mal. Là où pauvreté, inégalité, abandon social font rage, le crime n'est pas combattu, il est fabriqué à la chaîne. Et qu'on se le dise une bonne fois, ni les prisons à ras-bord, ni les exécutions publiques n'éteindront ce feu. Et puisque l'on parle de dérive, si Mustapha Asmati, ce juge qui s'est cru autorisé à parler au nom de l'État, n'est pas rappelé à l'ordre, pas sanctionné, pas recadré, et vite alors il ne faut plus parler de crise politique ou judiciaire en Algérie. Ce serait minimiser la gravité de la situation. Non. Ce serait la confirmation que notre État est embourbé dans une crise morale profonde, lente, rampante et terriblement dangereuse. Le pire dans tout ça, c'est qu'on s'y habitue.